Merci de votre fidélité à ce programme sur FAN Auvergne, le programme Parcours de vie. Je suis très heureux de recevoir Alain Soro, qui est le patron des restaurants McDo ici sur la région Auvergne. Ça fait, et je ne vous mens pas, 2 ans que j'essaie de l'inviter. C'est pas qu'il voulait pas. C'est que les plannings ne pouvaient pas correspondre au calendrier d'enregistrement. Alain Soro, responsable des restaurants McDo ici en Auvergne, je le disais, la chaîne de restauration rapide que vous représentez, Alain, compte 1285 restaurants en France pour plus de 69 000 salariés au niveau national français. C'est à peu près 800 ici en région Auvergne. On va revenir sur tous ces chiffres. Vous avez lancé votre premier McDo, ou plutôt ouvert votre premier McDo en avril 1992, dans le département de Haute-Loire, je crois. Et puis, non pas en Haute-Loire. Tout simplement dans le Puy-de-Dôme. Dans le Puy-de-Dôme. Et là, vous vous apprêtez à ouvrir un nouveau restaurant McDo, le combienième ? 14e. Le 14e restaurant. Oui. C'est une véritable réussite ? Non, je ne constate pas ce phénomène comme réussite. C'est tout à fait uniquement un travail de tous les jours, qui me permet, en termes, non pas en tant que patron, mais en termes d'entrepreneur, de créer des richesses, créer des emplois. Vous n'aimez pas le mot patron ? Non, pour moi, ça ne veut rien dire. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'ai jamais été... je ne suis pas né patron, je suis né salarié, j'étais à l'UNEF étant jeune, je suis un homme de gauche, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Le cœur est à gauche et le portefeuille est à droite, c'est classique, mais... Et vous osez le dire publiquement, ça ? Mais bien sûr. Mais au contraire, on est là pour être transparent, je crois, non ? Tout à fait. Tout à fait. Mais vous avez conscience que ça peut choquer ? Vous connaissez la langue de bois, mais c'est pas... Moi, je ne suis pas politique, donc c'est tout simple. C'est cash. Vous avez conscience, Alain Soro, que ça peut aussi choquer certaines personnes que de dire j'ai le corps à gauche et le portefeuille à droite ? Ça peut choquer, mais c'est une vérité. Ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire quoi ? Je suis un homme très social. Je suis un homme à l'écoute de tout le monde, notamment des salariés. On n'emploie pas de 700 à 800 personnes sans être social. C'est pas possible. Il faut être à l'écoute de ces salariés tous les jours. Et je suis régulièrement avec eux, je fais des réunions avec eux pour écouter leurs problèmes. Quelqu'un qui a un divorce, qui crie au secours, j'interviens. Vous voulez dire un salarié ? Un salarié, bien sûr. De votre entreprise ? Je trouve un avocat, je trouve des solutions. Parce que si vous voulez, un salarié qui a des problèmes, des soucis dans sa vie, ne va pas être disponible aux clients qu'il doit servir, tout simplement. Donc il faut l'aider, le remettre en selle. Est-ce que donc on peut être paternaliste en étant chez McDo ? Bien sûr. Pourquoi c'est interdit ? C'est une question ? C'est un gros mot ? Paternaliste ? Non, c'est même pas. Alors, à propos de gros mots, le mot réussite en France, est-ce que c'est un gros mot ? Bien sûr. Pourquoi ? Ça réussir en France, ça ne fonctionne pas. Je dois avouer que toutes les critiques qu'on peut entendre sur les entrepreneurs, etc., c'est dommage. C'est dommage, on est là pour créer des emplois. Moi, c'est mon boulot. 14e restaurant, je crée des emplois. Peut-être un 15e demain. C'est ma façon de vivre. Votre chiffre d'affaires chaque année sur les restaurants McDo ? La globalité ? Oui. Oui, on va dépasser les 44, 45 millions encore. C'est une énorme somme ? Je ne m'en rends pas compte. C'est les banquiers surtout qui doivent pouvoir le dire, mais pas moi. Non, pour moi, ça me permet d'avoir d'un chiffre d'affaires, de la rentabilité, payer mes salaires tous les fins de mois, développer, créer des richesses et payer bien sûr beaucoup d'impôts. Depuis quelques années, c'est surprenant d'ailleurs, mais c'est comme ça. J'espère que ça changera l'année prochaine. Alors, on va... il est cash, hein, ça je le savais. Remarquez, entre nous, ça fait 2 ans que je me prépare à l'interview. Hein. Oui, il faut au moins ça. Hein. Au moins ça, c'est sûr. C'est sûr, j'en ai interviewé des personnes, mais alors les comme lui, bon. Non, Alain Soro, est-ce vrai que vous avez commencé en vendant de la lingerie ? Tout à fait. Je crois que vous êtes bien informé. Je ne sais pas qui vous a raconté tout ça. Alors c'est très dur d'obtenir cette information. Je ne l'ai pas obtenue auprès des dames, mais je l'ai obtenue en fouillant parce qu'il y a très peu de choses sur vous, en fait. On sait très peu de choses sur vous. Vous savez, cette fameuse expression, surtout en Auvergne, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc ça, c'est une formule que j'aime beaucoup. Alors néanmoins, effectivement, pour répondre à votre question, que je répondrai à toutes vos questions sans joker, je vais essayer. J'ai commencé à louer une 4L et mes parents me mettaient de l'essence dans la voiture. Et donc je ne dois rien à personne. J'ai commencé au bas de l'échelle et j'en suis fier, pas plus que ça. C'est la vie, c'est comme ça pour tout le monde, beaucoup de gens. Et donc, pendant peut-être 1 an ou 2 ans, j'ai ramé comme tout le monde pour aller vendre les petites culottes, et soutiens-gorge, chemises de nuit et tout ce que comporte la lingerie. Et c'est pour ça qu'il m'arrive encore de passer dans des grandes surfaces pour regarder si les marques qui étaient mes concurrentes sont toujours là. Vous voyez, c'est amusant, quoi.
bien sûr. Le vrai commercial, dès le départ. Dès le départ. Qu'est-ce qui vous plaisait dans ce rapport à la clientèle? Déjà, c'est pas tout à fait comme ça, c'est le hasard de la vie. Dans ma vie, j'ai du hasard, de la chance, du courage. J'ai mouillé ma chemise, comme disaient certaines personnes, et je crois que c'est la seule chose qui peut développer cette réussite, entre guillemets. Tout simplement, quand je suis rentré de l'armée, j'étais à peu près 18 mois en Afrique. C'était l'époque du Tchad, c'était l'époque du Yémen, c'était l'époque de tout ça. Donc j'étais parti pour la Martinique avec un bagage d'outre-mer et manque de peau. Et des bagarres sont arrivées au Tchad, il a fallu partager les gens là-bas. Donc j'ai vécu avec une mitraillette, j'ai vécu des coups de feu, j'ai vécu tout ça. Et quand je suis rentré en France, ma chère mère me disait qu'est-ce que je veux faire de toi ? J'avais aucun bagage à part très bon tireur d'élite. Mais bon, en France, c'est quand même pour peu compliqué. Pour rassurer maman, c'était compliqué. Voilà, donc, mais ça peut servir. On savait, j'adore la chasse. Et puis, je ne chasse plus, mais j'adore la chasse. Enchaîné, Alain, enchaîné. Enchaîné. Oui. Et donc, elle m'a dit, toi, tu fais banquier, soit tu es commercial. J'ai choisi les grands espaces. Le commerce. Le commerce. Vous restez commercial aujourd'hui ? C'est plus pareil. C'est plus pareil. Disons qu'à l'époque, j'allais voir les clients. J'allais voir les GMS, j'allais me frotter au Leclerc, au Auchan, au Carrefour, si je peux en donner quelques noms comme ça, sans faire de publicité, mais j'en ai donné plein. Et par contre, tout évolue et McDo s'est présenté dans mon parcours, tout à fait par hasard, encore une fois. La rencontre avec McDo. La rencontre avec McDo. C'est quoi? C'est déjà la rencontre avec les patrons de McDo France ou alors du tout. C'est simplement parce que vous êtes allé dans un restaurant McDo Non, du tout. J'avais tout simplement un ami qui était dans la confection, qui avait une usine, et avec un autre de mes amis, on a été soutenir commercialement pour le sauver de la faillite, tout simplement. On a fait ce qu'il fallait, ça a duré 10 ans, ça a bien fonctionné. Et puis à un moment donné, en textile, comme dans beaucoup de domaines, l'importation est arrivée à outrance et il a fallu changer de métier parce qu'on sentait bien que c'était la fin. Et comme il est rentré, lui, chez McDo, par un de ses amis, militaire en plus, ancien militaire, il m'a fait rentrer 2 ans après chez McDo en me disant « Viens avec moi », etc. Donc je l'ai suivi. On l'a dit, 14 restaurants bientôt, là à la fin du mois, le 14e du côté de Chigna, enfin à Chigna même je crois. Pourquoi en avoir ouvert tant? Et c'est peut-être pas terminé, on parlera de la succession, de la transmission de l'empire entre guillemets Soro, mais pourquoi avoir à un moment donné décidé d'ouvrir autant de restaurants? Vous pouviez vous contenter d'un ou deux? Je ne me contente pas de petites choses, donc j'aime bien grandir et évoluer et continuer. Aujourd'hui, ce qui me fait plaisir quand j'ouvre, c'est d'embaucher des gens, les former, les faire évoluer. Chez nous, c'est l'ascenseur social. Ma directrice générale, qui a aujourd'hui 48 ans, a commencé avec moi il y a 25 ans. Elle avait un bac+2. On vous sent ému quand vous nous parlez des personnes qui travaillent avec vous. Bien sûr. Pourquoi Bien sûr, parce que c'est une réussite. Ça, c'est la vraie réussite. De leur permettre de vivre l'ascension sociale. Voilà, de voir les gens évoluer, grandir intellectuellement et apprendre, parce qu'il y a des cours et des examens pour arriver à ce stade. Moi, j'en suis fier. Ça, c'est de la réussite. Comment expliquez-vous alors J'enlève le social, hein, mais c'est presque ça. Vous voyez, c'est faire réussir les gens, c'est le b.a.-ba de chef d'entreprise. Vous l'avez dit dans un interview, un des rares interviews que vous avez accordé à une consoeur, Geneviève Colonna d'Istria, d'ailleurs que je salue au passage, on est amis avec Geneviève, site News Auvergne. Vous dites que vous avez beaucoup de mal à recruter aussi aujourd'hui et que vous pourriez en moyenne sur 13 sites avoir entre 30 et 40 emplois par mois. C'est énorme. Je sais que ça ne va pas faire plaisir, mais le problème de notre société aujourd'hui, à force de faire des assistés de tous les côtés, de payer les gens au RSA, de payer les gens... Regardez à Strasbourg, quelqu'un de conseil général a voulu faire gentiment travailler des gens pour toucher le RSA ou pour le justifier, on va dire. Ça a été recalé, retoqué. Aujourd'hui, on ne trouve personne. Aujourd'hui, j'ai des personnels qui vont dire « Donne-moi pas plus de 20 heures par semaine parce que je perds mes aides. » Où est-ce qu'on va, là? C'est pas sérieux. Comment voulez-vous que je fasse évaluer des gens avec 15 heures, 20 heures par semaine de travail? C'est pas possible. Vous voulez dire que c'est le système qui vous C'est le système qui nous bloque. C'est le PDG, le code du travail,
Comme disait il n'y a pas longtemps quelqu'un, en Suisse, il y a 3 pages, en France, on en a 3000. C'est une image. Hein. Donc tout ça, c'est complètement bloquant. Complètement bloquant, et on ne peut plus avancer. Donc j'entends des gens aujourd'hui qui veulent se présenter au suffrage universel. J'espère qu'ils vont mettre en place et appliquer ce qu'ils disent. Alors, enfin. Moi, je vous pose la question autrement, en lien avec ce que vous disiez. Vous avez le droit de poser des questions. Vous êtes bien là sûr, pour ça, bien sûr, vous avez le droit d'y répondre ou pas. Vous, homme de gauche, qui a le portefeuille à droite, qui a le cœur à gauche, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, qu'est-ce que vous proposez pour qu'on soit dans un pays plus juste où l'entrepreneuriat soit reconnu ? Il faut des garde-fous partout, on est bien d'accord. Il y a des très bons entrepreneurs et il y a aussi des très mauvais. Par contre, je pense aussi que les salariés sont dans le même tableau. Donc, il faut remettre les choses en place, il faut redonner l'envie de travailler avec automatiquement des salaires, automatiquement des choses concrètes. Alors après, comment vous dire, moi je ne suis pas spécialisé, je suis dans la loi El Khomri, il y a un fourre-tout pas possible, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises. Est-ce qu'on écoute les patrons comme vous ? Est-ce qu'on les écoute ? Non, pas du tout. Non, on ne les écoute jamais, c'est pas possible, sinon... Ça vous fait sourire, la question vous amuse ? Ça me fait sourire, oui, parce qu'on ne nous écoute pas. Donc, mais pourquoi ? On écoute les gens de l'ENA, on écoute les politiques qui n'ont jamais, la preuve dans ce gouvernement, qui ne sont jamais descendus sur le terrain, qui n'ont jamais travaillé. Comment voulez-vous leur parler ? Ils ne connaissent rien, ils écoutent les sondages, c'est la seule chose qui les intéresse, les sondages. Le petit peuple, les chefs d'entreprise, ceux qui créent des emplois. Ça n'intéresse pas. Et je pense que à travers la personne qui va venir après dans notre interview ne pourra pas me démentir sur ce propos, j'espère. Alors, j'explique à nos amis internautes qu'Alain Soro fait allusion à son ami Jean-Pierre Lavigne, qui sera effectivement invité dans quelques minutes et dont on pourra voir l'émission après avoir regardé et terminé avec vous, Alain Soro. Toutes ces personnes que vous critiquez indirectement à travers le MEDEF, justement, une organisation patronale... C'est juste un constat. Une organisation patronale dont vous êtes vous-même acteur et actif, comme l'on dit, vous ne pouvez pas avoir accès à ces personnes-là qui nous dirigent et qui font les lois ? Mais non. J'ai beau crier dans mon petit coin d'Auvergne depuis toujours, parce que je suis reconnu comme quelqu'un qui a de la voix aussi, et ça n'avance pas. Parce que déjà, le MEDEF n'est pas reconnu au niveau national par les politiques. Donc déjà, ce n'est pas du tout les mêmes... Vous voulez dire qu'on écoute plus la CGT que le MEDEF ? Quoi qu'en ce moment, ils n'écoutent plus personne, à vrai dire. Mais ni les syndicats, ni les syndicats de droite, ni de gauche, tous ces gens-là ne sont pas écoutés. Et je pense que la CFDT a des bonnes questions, si je peux dire. Après, moi, je suis là pour construire et d'autres sont là pour détruire. Donc, c'est un autre problème. Nous, on est là, au MEDEF et la CGPME, si je peux me permettre, on est là pour construire l'avenir de demain pour la France. On n'est pas là pour casser. Vous faites allusion à certaines organisations rien du syndicales ? tout, non, c'est un constat. Comment voyez-vous votre succession, Alain Soro ? Très bien. Bon, d'accord. Dans 10 ans. Dans 10 ans, vous avez le temps. J'ai le temps. Vous y pensez sérieusement ou vous avez déjà... je sais que votre fille entre dans la direction générale de votre groupe. Oui, non, ce n'est pas l'objectif majeur. Les rendre pour apprendre tout simplement la vie de travail, la vie de découvrir un peu ce que c'est ce monde. Et non pas dit autrement, c'est pas parce qu'elle s'appelle Soro et que c'est la fille de papa qu'elle sera forcément... J'espère qu'elle n'est pas trop perçue comme ça. En tout cas, moi, je ne la perçois pas comme ça. C'est une personne comme les autres. Est-ce que vous seriez plus dur avec elle ? Non, du tout. C'est comme les autres. Mais vous êtes quand même dans la lignée des Michelin, c'est-à-dire même Édouard ou même François, ils ont commencé à la chaîne, entre guillemets. C'est gentil de me comparer à des hommes extraordinaires, mais je suis beaucoup plus modeste que ça et humble. Je vous rappelle, je suis qu'un simple salarié à la base. Hein. Devenu PDG quand même. Ça veut rien dire tout ça. Pourquoi vous êtes mal à l'aise vous-même avec cette notion de réussite ? Non, pas du tout. Je suis même très heureux de vous voir, mais je ne suis pas très mal à l'aise du tout. Non, je trouve qu'on fait des barrières, on fait des secteurs, on fait des choses qui ne me correspondent pas, quoi. Je veux dire, je suis un homme, comme vous direz, le cœur à gauche et le portefeuille à droite. Alors bien sûr, si je demande ma carte à la CGT, peut-être qu'ils vont me refuser, ou FO, ou d'autres. Mais peu importe, donc j'étais obligé d'entrer au MEDEF.
ou à la CGPME, mais peu importe de tout ça. L'important, c'est de créer des emplois, des richesses en France et de développer notre pays et d'essayer de sauver dans l'état où il est, c'est tout. Vous savez combien de milliards de dettes nous avons, j'imagine, vous faites des calculs aussi. Et ça, c'est... À peu près un budget on va laisser à nos enfants quelque chose d'une bombe à retardement, et encore à retardement va sauter bientôt. C'est dramatique. Et ceux qui sont en train de détruire, moi, je ne peux pas accepter. Je suis en train de construire 14e, 15e restaurant. Est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez fait, Alain Soro? Je ne suis pas fier de ça. Je suis ni content, ni mécontent. C'est dans mes gènes. C'est le gène commercial, de développeur, de tout ce qu'on veut, d'entrepreneur. Oui, bien sûr. C'est ma vie. Le conseil que vous auriez envie de donner aux futurs entrepreneurs, ceux qui ont envie un jour, je sais que la comparaison ne va pas vous satisfaire, mais elle peut quand même exister, qui auraient envie aussi de ressembler à un Alain Soro, le conseil que vous avez envie de leur donner? Mouillez votre chemise avec une grande dose d'inconscience. Mouillez votre chemise avec une grande dose d'inconscience. Vous avez été fou? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, on a attaqué de tous les côtés. De tous les côtés, on a attaqué. On est en train de détruire les entrepreneurs. On veut les détruire. Donc, il faut une grande dose d'inconscience. Il faut jouer. Il faut être comme un canard. Donc, ça coule sur les plumes, tout ce qu'on peut raconter. Moi, je ne suis pas là pour écouter les choses. Je suis là pour avancer. Donc, vous pensez que ça aurait été plus simple en Angleterre? On compare souvent l'Angleterre avec la France sur les questions d'entrepreneuriat, ou aux États-Unis, puisque reprenons la marque McDo. La France est un pays magnifique. On est tous d'accord là-dessus. Surtout dans les régions au bord de la mer. Mais aujourd'hui... Et tac, au passage, c'est du Alain Soro. Aujourd'hui, les jeunes s'en vont en Angleterre ou partaient ou s'en vont ailleurs, en Australie. C'est dramatique. Ils n'ont pas d'avenir, ils le ressentent très mal en France. Les retraités s'en vont au Portugal parce que, soi-disant, qu'il y a 10 ans d'impôts de moins uniquement sur les retraites. Je précise bien. Il faudra faire le calcul après, etc. etc. Les fortunés sont partis de la France. Donc, on a tué la poule aux œufs d'or, puisque ces gens qui avaient beaucoup d'argent, ils ne construisent plus en France, ils n'investissent plus en France, ils ne consomment plus en France. Vous croyez que c'est bien, ça? C'est dramatique. Moi, je suis scandalisé de voir ça. Depuis 30 ans, c'est pas d'hier. Donc, je mélange un peu tout ce fameux sac, un petit peu, je mélange tout le monde. J'espère qu'un jour, on va ressortir avec une figure de proue pour nous donner une vision pour la France et avancer sérieusement. Soyons positifs pour terminer cette émission. C'est diffusé sur le site Fan Auvergne. Vous êtes un véritable Auvergnat. Vous êtes resté en Auvergne aussi. 25 ans. 25 ans. Vous avez investi en Auvergne plusieurs millions d'euros, des millions de francs, puis après des millions d'euros. C'est quoi être pour vous fan d'Auvergne ? Être fan d'Auvergne, c'est que je trouve qu'en Auvergne, il y a des gens merveilleux. Et il y a je dirais, ça se passe bien. Je veux dire, les gens dialoguent, les gens, etc. Même si je n'ai pas été à la maternelle avec certaines personnes, je suis arrivé après quelques années quand même à m'en faire des bonnes relations. Je pense notamment à des gens qui sont pas auvergnats. Je pense au patron de la CCI. Je pense à des gens Isidore Fartaria. Peut-être, je vois que vous le connaissez bien. Il était le parrain de cette émission il y a 2 ans. D'accord. Bah oui, tous les 2 ans, vous avez des bons, alors. Si Exactement. Mais non, je plaisante. Mais je ne me compare pas non plus. Mais c'est un garçon fantastique, qui a le même niveau scolaire que moi, donc ça rapproche automatiquement. Et moi, je suis amoureux de l'Auvergne, amoureux de ses paysages. Je pense que il manque encore plein de choses, c'est sûr, mais on y arrive petit à petit. Merci Alain Soro. Et je suis très positif de nature, très optimiste. Derrière certaines phrases assassines, je crois qu'on l'a compris. Merci Alain Soro. Je vous en prie, merci à vous.